Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avenir d'Avenir, saison 2024. Aujourd'hui, au sommaire, nous retrouvons Léonore Overton et Alexis Gillot qui nous parleront de Fury, un spectacle consacré aux femmes dans la Formule 1. Bien du combien de William Falk qui nous parlera de la couleur des émotions, elle est adaptée en spectacle pour enfants. Et nous commençons tout de suite par un spectacle issu d'une improvisation collective, Carlos. Je crois que c'est deux mecs et deux filles, non? C'est la bande à Basile. Ça me semble être un vrai dépassement de soi. T'es spectateur, tu vas au théâtre, et le spectacle se termine par une chenille. Alors, je vais vous dire, soit vous êtes très très cons, soit vous êtes des fous géniaux. Parce que c'est vraiment très très bien. Comment cette improvisation vous a permis d'arriver à ce spectacle-là, justement? Tu veux dire le processus de création? Oui. Ok. Nous on travaille avec beaucoup d'improvisation ensemble. Déjà on se connaît depuis très longtemps, donc on est aussi un groupe d'amis, un groupe de... Improvisation au sein de Voilà. On y est. Et donc on a aussi un groupe d'amis, donc on se connaît depuis très longtemps, on faisait de l'improvisation déjà ensemble. Et donc on travaille et à partir d'improvisation de situations qu'on aime bien, dont on parle ensemble, de sujets, puis on va improviser. Et puis aussi on travaille à partir du réel. Donc parfois on s'amuse entre nous de mettre des téléphones pour enregistrer les choses. Et puis on va par exemple s'amuser d'une conversation qu'on a pu avoir et après la réécrire, la détourner. Et puis rajouter nous ce qui nous amuse là-dedans. Alors ça, d'accord, sur le principe, ok, mais Ouais. il y a des trucs, en fait, on se demande comment c'est raccordé, comment ça se fait tout ça. C'est parti un peu, j'ai l'impression, d'un espèce de trou commun, au sens où, bon, pour la plupart d'entre nous, dans le collectif, on vient tous de province et on a tous fait nos études à Paris. Et on s'est très vite, en fait, interrogé et intéressé sur le rapport du jugement, le regard quand on revient chez nous. On a l'image du Parisien, quand on est à Paris, on a l'image du provincial, etc. Et très vite, on s'est interrogé entre nous. Et puis, le métier de comédien, c'est aussi cette base-là, c'est se laisser regarder de l'image qu'on pouvait renvoyer, de ce qu'on renvoyait aux gens. Et en fait, tout est parti un peu de l'idée du jugement, en fait. Et de cette idée du ridicule, de dépasser, voilà, je sais pas comment dire, mais Les préjugés. Oui, exactement. Quels sont les codes sociaux, les images qu'on a, notre endroit de liberté c'est quoi, pourquoi, et surtout pourquoi on s'empêche parfois de faire certaines choses. Donc ça a été un peu, j'ai l'impression, la tambouille commune. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti en fait autour de la danse de la chenille, pour dépasser ces frontières-là en fait. Je crois que, comme disait Charles, on travaille aussi beaucoup avec le réel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on va créer qui va peut-être venir d'une bêtise lors d'une répétition, mais en fait elle a provoqué tellement de choses au sein du groupe qu'on va s'interroger dessus et se poser la question de pourquoi ça nous fait rire et pourquoi on n'assumerait pas. Mais un jour ça a été évident, c'est ça qu'on veut et on a foncé dedans et on s'est pas posé la question de comment on sera perçu si on met... Enfin, on s'est dit mais... C'était l'idée d'aller un peu plus loin que loin, en fait, d'aller Au-delà du curseur, en fait. Ouais, exactement. Puis après, je pense qu'il n'y a pas de recette. En fait, on s'est jamais posé autour d'une table en se disant bon, alors maintenant, comment on va faire quelque chose de drôle, comment est-ce qu'on va générer de la folie. Je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'identité. On a surtout fait ce spectacle et la compagnie s'est créée autour déjà de ce socle commun qu'on avait, un goût pour l'absurde, un goût pour l'humour jusqu'au boutiste, un goût pour se dire bon, qu'est-ce qu'il y a juste après ça qui pourrait être encore un peu trop. Et je pense que le point de départ de la compagnie, c'est ce goût qui nous reliait. Donc après la question c'était plus comment on va exploiter ça, comment on va exploiter l'identité qu'on sent venir, qu'on se dit ah mais ça c'est notre humour, c'est ça qu'on aime. Et puis même dans les propositions de théâtre, cinéma, enfin peu importe, un théâtre de genre dans lequel nous on se reconnaît, comment nous on va trouver notre patte là-dedans. Donc finalement pour répondre à ta question, la bêtise, toute cette folie-là, je pense que c'est quelque chose qui était un peu inhérent au groupe, c'est ce qui nous relie, et puis après qu'on a appris à façonner pour en faire un spectacle. Alors justement, pour le façonner, en fait, il faut une mise en scène. Elle est commune aussi, Ouais. j'imagine.
comment ça s'organise. Moi j'aurais tendance à dire que c'est un joyeux bordel organisé justement. Ça fait un peu partie des ovnis comme ça en fait, qui sont très, très structurés en fait, et on se dit mais c'est vachement bien fait. Il n'y a pas de place justement maintenant à l'improvisation. Il y en a peut-être certainement au départ parce que pour trouver les idées, tout ça, il y en a. Mais ensuite, plus de place en fait pour justement aucun dépassement par rapport à ça. Même si on se laisse quand même un peu de champ de liberté. En fait, on connaît tellement l'objet, ce qu'on veut raconter. Et puis, encore une fois, on est des improvisateurs, donc on essaie de se dire s'il y a quelque chose, je connais mon sujet, on se fait confiance en fait assez les uns les autres parce qu'on veut garder cet endroit d'amusement vraiment et de danger, d'être toujours un peu funambule, d'être sur le fil. D'être au présent au final aussi, oui. Vraiment à l'endroit du réel, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le public qui ne se passait pas hier et qui ne se passera pas demain et comment on joue avec ça, mais en effet c'est un bordel très organisé en vérité parce que sinon ça ne pourrait pas exister. Ouais. Sur la structure du spectacle, en fait, pour nous, il y a un fil qui est très clair tout du long. Pour nous, chaque chose fait sens, c'est-à-dire, il y a ce fil rouge de la danse de la chenille et cette question qui reste en suspens, donc va-t-on faire cette fameuse chenille avec le public, et le public se pose la question tout du long du spectacle. Et puis après, nous, il y a des sujets qui nous tiennent à cœur, qui eux sont reliés à travers des scènes qui pour nous font écho. Alors tout ne fait pas forcément écho pour le spectateur, qui donne ce sentiment la chenille, c'est un prétexte. de bordel, mais donc oui, tu as ce fil rouge et puis tu as des scènes qui viennent se relier. Et après, nous, comment on peut travailler, c'est qu'on travaille un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord avec des envies ultra collectives, puis après on réduit à un groupe, donc on va improviser tous ensemble. En fait, c'est des allers-retours. D'abord, on parle tous ensemble des sujets qu'on aime, après on essaye de les façonner pour en faire des improvisations qui pourraient être intéressantes à 4, puis après on revient à 9 pour improviser, et après on réécrit à 4, et après quand il faut trancher, on essaie de réduire à 2 pour pouvoir trancher, mais on travaille toujours en entonnoir comme ça. Et puis on fait avec les natures et les qualités aussi de chacun. En fait, au fur et à mesure, c'est comme un immense puzzle, tout le monde trouve un peu ses endroits, quoi. Et donc, vu qu'on se connaît les uns les autres, tout ça fait que ça arrive à se façonner et on arrive à... Et puis surtout, c'est la communication aussi, quoi. C'est qu'on échange beaucoup entre nous et je pense que c'est la clé aussi c'est de la confiance aussi. Oui. Énormément de savoir, parfois d'arriver vraiment sur un plateau nu et de se dire ok, aujourd'hui on va tester ça parce que on veut raconter ça et on va le raconter de cette manière et c'est foncer dedans, parfois dans des choses qui sont énormes et où il y a même nous, on a des jugements personnels sur ce qu'on fait parce que forcément on se dit mais attendez, on va faire ça. Mais Et c'est puis justement quand on dit ça que ça devient intéressant. Exactement, parce qu'il y a un endroit tel de confiance qu'on peut foncer dedans et travailler ensemble autour d'un même objet pour raconter la même chose. Ouais. C'est ça qui marche. Et puis c'est aussi, nous on dit créer du déchet, quoi. C'est-à-dire que la création, elle est parsemée de plein de trucs qui ont échoué, qui racontent pas la bonne chose. En fait, c'est dans des impasses qu'on retourne en arrière, qu'on trouve la bonne piste, et puis voilà. Puis quelque chose qu'on peut tester un jour ne marchera peut-être pas forcément, mais le lendemain marchera et puis cartonnera. C'est ça, Complètement, parfois complètement. on s'évertue à on repasse parfois sur des impros, parce qu'on sent aussi de temps en temps, on se dit tiens, s'il y a quand même quelque chose là-dedans, on étire, parfois ça marche pas, on épuise puis on jette. Et je sais qu'il y a aussi, il y a des scènes dans le spectacle qui sont arrivées dans des moments vraiment de bout de tunnel où on était complètement perdu en se disant mais il nous manque quelque chose, on sentait qu'il nous manquait quelque chose. Et c'est souvent de ce qu'on voulait raconter et il a fallu vraiment produire pour faire sortir le sève, l'antidote. Le processus de création, il est un peu schizophrénique aussi, c'est-à-dire, moi j'aime bien dire, c'était une phrase que des chiens de Navarre disaient, pour renverser la bibliothèque, il faut l'avoir lu. Donc en fait, on essaie de passer notre temps à renverser la bibliothèque, puis se dire, la remettre et se dire, en fait, on n'a pas assez lu. Donc c'est aussi ça, quoi. C'est une recherche de bêtises, de gratuité, de plaisir total de jeu, d'arriver à de la pulsion où on s'amuse, on s'éclate. Et puis après, remettre ça à debout et se dire, ok, le fond de ce qu'on voulait, comment maintenant on peut marier ces deux choses-là, comment on peut retourner après dans une pulsion pour pas rentrer dans quelque chose de mort, d'éteint, quelque chose qui bat pas comme ça devant soi, sur le sujet qu'on voudrait, quoi. Pas reproduire
l'expérience d'une scène qui a un jour été bien sur une idée qu'on voudrait dire, plaquer, etc. Ça c'est le danger en fait, c'est le propre du spectacle vivant justement, d'avoir des choses qui sont vivantes au moment où ça se... Exactement. Et alors ce spectacle-là, il a reçu en fait un prix de la meilleure mise en scène pendant les journées du Théâtre 13. Oui, le prix du festival de mise en scène du prix T13. Ouais. Et ce spectacle-là, est-ce qu'il va être différent, j'imagine, peut-être à la fin d'Avignon? Ou est-ce que c'est encore très structuré, mais il y a encore des choses qui peuvent bouger? A priori non. Sauf si... Oui, mais par contre, je crois que nos natures fait que on se dit non, mais ça peut être mouvant. Enfin, je pense qu'on n'est pas fermé à se dire voilà, si telle idée d'un coup fait tilt. Même, enfin, on est très poreux aussi au présent en fait. Donc oui, c'est libre, mais a priori. Oui, tous les endroits qui sont écrits avec un espace d'improvisation, forcément s'adaptent chaque soir à ce qui se passe autour de nous. Donc ça, oui, ça changera tout le temps. Selon les lieux, vous voyez pas la vraiment terre le même continue de spectacle. tourner, les impros aussi. Sur des petites choses. Et puis évidemment le climat actuel, etc. Toutes ces questions-là, elles viennent forcément rentrer en résonance avec le spectacle. Donc déjà, il a une autre dimension. Et donc nous aussi, on se repose des questions à des moments d'improvisation, puisqu'on parle de cette question de la légèreté aujourd'hui dans la société comme acte politique, etc. Donc là, on est dans une période lourde, clivante, fracturante. Et donc, c'est des moments où on réadapte aussi la manière dont on rigole avec ça, donc on réinjecte le présent dedans, puisque souvent on cite l'état du monde au début du spectacle, un peu, etc. Donc ça, forcément, c'est actualisé. Donc, mais non seulement ça change légèrement chaque soir, en fonction de nous, de nos envies, puis de manière de rigoler de l'actualité, mais aussi le spectacle, en fonction de l'actualité, trouve une autre résonance. Oui, quoi. bien sûr. C'est-à-dire que Mais même entre nous, on en Oui, c'est parle, ça. on se réinterroge avec un spectacle qui est construit. On est forcé de se réinterroger au vu de ce qu'on propose en fait. Donc ça c'est intéressant parce que je pense en plus que même chez les comédiens, le fait même qu'on en parle entre nous, qu'on réinterroge des choses, peut-être que c'est pas, comment je pourrais dire, très visible, mais ça déplace des petites choses infimes qui font que le spectacle, il prend juste un angle un tout petit peu différent et c'est ok, soit les gens le reçoivent, soit... Ça reste du théâtre, mais on joue avec le réel, donc forcément nous, en tant que créateurs de la pièce et en tant qu'interprète, on est obligé de se poser des questions parce qu'on ne peut pas rentrer de la même manière au plateau quand il se passe tout ce qui se passe autour de nous. Donc on va raconter la même chose, juste on s'interroge forcément sur comment et pourquoi. t'es dans un état ultra pesant, un moment de gravité en fait, un moment de gravité où tout le monde a pris part, de se dire maintenant quel sens ça a d'impliquer de la légèreté aujourd'hui. Et peut-être que le soir du 8 juillet, ce sera peut-être très dur à entendre, parce que c'est pas les moments où en fait finalement ça résonne, mais pour autant la légèreté c'est une part indispensable pour pouvoir recréer du lien social et remarcher vers finalement une réunification quoi. Enfin, peu importe que le Rassemblement National passe le 8 ou non, la fracture, le 8, quels que soient les résultats en fait, elle sera toujours existante. Donc on pourra l'ignorer, faire comme si elle n'était pas là, ou en fait si elle est là, bon, peut-être que c'est loin, elle sera toujours là. Dans tous les cas, il va falloir faire avec. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait derrière quoi. Et nous, la part qu'on a là dans ce spectacle, c'est que de dire que cette légèreté-là, elle est politique, c'est pour nous le premier pas vers une forme de recontact, de réconciliation. Oui, de réconciliation. Nous, on a une scène de famille qui ne traite pas forcément de sujets politiques, encore que un petit peu quand même. Oui, encore que même un petit peu. Beaucoup, même. On dirait pas trop. Et dedans, on le dit, ça demande un effort d'être léger pour les gens qu'on aime. Et d'arriver à se dire qu'un jour, il va falloir quand même qu'on recrée du lien social entre des gens qui sont profondément pas d'accord sur des choses qui sont très importantes, ça va forcément passer par une forme de chose plus universelle qui est l'émotion, qui est la légèreté, qui nous relie, quoi. Mais d'ailleurs, c'est traité dans le spectacle, cet endroit de divergence et de différence, de comment savoir, parce que je crois qu'aujourd'hui aussi le problème c'est qu'on ne sait plus vraiment écouter l'autre, entendre ce qui nous différencie. Et on a fait la part belle à ça dans le spectacle à travers ces scènes-là, c'est de se dire, voilà, il y a quelque chose en face de moi qui est différent, mais essayer juste, ne serait-ce que d'écouter, pas d'avoir le même avis, ne serait-ce que d'être en fait quelque chose de profondément humain. En compassion en fait. Oui, complètement. Qui nous permet de... Donc il y a un premier état de sidération, puis après
on renoue le dialogue. Et c'est en ça que je veux dire que la légèreté, elle est politique. Du coup, on fera vraiment la fête nationale. Et du coup, le 14 juillet, Voilà. peut-être qu'on gagnera l'euro. Mais c'est ça. Je se réconciliera. Hélène Chatterton est la femme qui s'impose dans Fury sur les traces des hommes pilotes de Formule 1. Tout de suite, Alexis Gillot et Eleanor Oberton nous présentent Fury. C'est vraiment moulé selon la forme de notre organisme. Gomme, matière constituante des pneus, les pneus eux-mêmes. 350 km/h en ligne droite, notamment dans les virages, chicanes, pif paf, pris à grande vitesse. La journaliste s'excuse parce qu'elle a les mains très sèches. Excusez-moi, j'ai les mains très sèches. Bien, Madame Chatterton, vous êtes donc la première femme depuis Léla Lombardie en 1976 à vous qualifier pour un Grand Prix de Formule 1. Comment allez-vous? Anxieuse? Excitée? Ça va? Alors comme ça, vous êtes pilote? Why are there no women racing I drivers? really don't know exactly why. Ce que je veux dire, c'est que vous avez heurté plus de voitures que certains pilotes dans toute leur carrière. Vous venez d'arriver en Formule 1, les gens ne parlent que de ça. Pourquoi ne pas réagir face à ces attaques? Est-ce que vous avez peur de conduire demain, Madame Chatterton? Je pourrais décider, là, de tout arrêter. Ce spectacle-là, l'idée, c'était quoi en fait au départ? C'est la découverte il y a 3 ans avec vraiment le documentaire Netflix Formula One, donc vraiment un peu comme on va dire beaucoup de gens. Et c'est voilà, c'est vraiment ce que je raconte au départ. Pour moi c'était, enfin voilà, j'avais vraiment tous ces a priori de ce sport. J'ai pas du tout une éducation de ça. En tout cas dans ma famille, personne ne regarde la Formule 1. Et donc j'ai vraiment, c'est à travers ce documentaire. Après ils sont justement assez forts pour donner envie, mais ils expliquent vraiment tous les tenants, depuis le départ. Et puis il y a eu un côté très... en fait, je me suis rendu compte que voilà, politiquement, la rivalité entre les pilotes, enfin toutes ces choses qu'on nous raconte pas du tout. Oui. Et puis le mental, enfin d'aller à 350 km/h, c'est quand même c'est assez fascinant, quoi. Cette non-peur de la mort. Enfin, voilà. Donc c'est ça, c'était le premier point de départ. Et surtout, effectivement, le fait qu'il n'y a pas de femmes. Et c'était surtout ça. Je me suis dit, et qu'on n'en parle pas. Je me dis, mais voilà, on n'en parle pas depuis... Donc on n'en a jamais parlé, enfin en tout cas depuis très longtemps, donc il y a quelque chose à faire vraiment important avec ça, quoi, à dire en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est le point de départ, et c'est ça qui m'a fait écrire, commencer à écrire. Ayrton Senna d'ailleurs, tu l'as déjà un petit peu, tu t'es documenté par rapport à lui ou comment ça s'est passé par rapport à Oui, ça? j'ai vraiment, à partir de là, j'ai fait des recherches pendant 1 an où vraiment j'ai appelé des pilotes, des journalistes, je suis allée voir le docteur qu'on entend, qui est donc un spécialisé il fait de la recherche sur le cerveau des sportifs de haut niveau. Et donc pour comprendre tous ces aspects et surtout pour pas être à côté du sujet, et notamment donc Ayrton Senna, que j'ai choisi parmi tous ces grands héros, mais celui-là particulièrement, c'est un mythe quand même, au-delà même de la Formule 1, qui est vraiment très fascinant. Donc je me suis dit ce sera le guide jusqu'à la fin, quoi. En plus, il a eu une rivalité effectivement qui a abordé dans le spectacle avec Alain Prost. Ils étaient vraiment presque une semaine avant sa mort justement, ils étaient encore en train de se réconcilier, mais vraiment à la toute fin. Oui, exactement. Mais sinon, ça a tout le temps été Exactement. Alors, ce spectacle, justement, il a été créé donc à Paris en octobre. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des petits changements en fait depuis ou est-ce que c'est tout le temps en évolution, j'imagine? Oui, parce qu'en fait, il y a une première version qui s'est faite à la Flèche à Paris. Et ensuite, Léonore est repartie en écriture, où moi je l'accompagnais, c'est elle qui écrivait, puis on faisait un aller-retour avec des retours. Et en même temps, on élaborait plus de choses au niveau de la mise en scène, des lumières, etc. Et ensemble... Oui, en fait, c'est allé très vite. On a fait cette première maquette parce qu'on a été lauréat de la bourse Adami. Et du coup, il y a une sorte de timing, de temps, qui faisait que du coup, on avait peu de temps pour pouvoir monter le spectacle avant la Flèche, le théâtre La Flèche. Oui. Donc c'est pour ça. Donc on a d'abord eu cette première maquette avec Clémence Coulon aussi à l'époque qui commettait en scène. Et donc on s'est dit, voilà, on fait ces 10 premières dates avec cette maquette. Et après ça, on repart en écriture et Alexis reprend la co-mise en scène et on travaille, on l'agrandit avec tous les retours aussi qu'on a eu pour qu'Avignon, ça devienne le spectacle, quoi. Il y a eu Rouen d'abord quand même, on a eu une date à Rouen.
Et donc voilà, et c'est pour ça effectivement ça s'est fait en plusieurs temps. D'accord. Ça t'a pas fait peur de toute façon, le chrono et tout ça, maintenant t'es habitué? Ah oui, alors là, c'est vraiment, il est dans la tête. De toute façon, ce spectacle depuis le départ, effectivement, tout s'est fait très très vite, donc il y a un peu des choses qui se sont imbriquées comme ça. Et puis voilà, effectivement, ça. Ah oui, c'est notre première création, c'est la première création de la compagnie. Et puis voilà, ça a été vraiment c'est un spectacle qui est aussi un peu autobiographique, non pas dans la Formule 1, mais c'est toute une métaphore aussi sur la légitimité, aussi sur notre métier d'actrice, d'acteur, de comment on se bat, comment on trouve notre place, la passion, le désir, voilà, c'est vraiment... la Formule 1 est un peu un prétexte au départ pour pouvoir justement traiter des sujets plus grands, quoi. Voilà. Alors, sans rentrer trop dedans, en fait, tu parles aussi du syndrome pas de l'imposteur, mais du mythe du saboteur, on va dire. Oui, exactement. Et il y a en fait ce côté-là qu'on reproche vraiment, le côté très masculin en fait qu'on reproche à Hélène, enfin en tout cas parce qu'elle est conductrice et que tous les mecs du coin en fait se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Voilà. C'est un peu le... Oui, et puis l'idée c'était vraiment de le faire de façon... moi je voulais vraiment que ce soit... Ça parle des femmes, ça parle d'une femme, mais il faut que ce soit quelque chose qui parle à tout le monde et qui soit vraiment universel, parce que oui, c'est sa place à elle, mais comment est-ce que justement, en tant qu'homme, on peut aussi entendre ça à cet endroit-là. Et puis voilà, le sabotage, c'est quand même quelque chose qui est qui fait partie de cet endroit d'illégitimité aussi, et je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui existe à travers les autres personnages, mais que ce soit jamais, que ce soit suggéré, ou que ce soit, vu que c'est Hélène qui les interprète, il y a aussi un endroit de subjectivité de ce qu'elle ressent ou elle entend aussi. Et ça, c'est aussi le plus important, c'est que tous les personnages, même la journaliste, sont un peu des interprétations de comment Hélène se projette en parlant avec ces gens-là. Voilà pour le sabotage. Et alors, à 30 minutes après la course, comment tu te ressens? Mieux, ça redescend, c'est bien. Non, vraiment, voilà, c'est tellement un compte à rebours de vraiment 1h10 presque de ces 12 heures que c'est vrai qu'il y a une vraie adrénaline jusqu'à la fin, quoi. Et j'aime bien cet endroit où ça monte. Et puis le public suit ça et vit ça. C'est vraiment l'endroit en tout cas qu'on voulait, c'est qu'il y a cette espèce de pression constante jusqu'au dernier moment, et qu'on se dise est-ce qu'elle va partir ou pas, surtout ça. Est-ce qu'elle va se mettre dans le mur ou pas? On ne sait pas, Et pourquoi se mettrait dans le mur alors, hein? Exactement. William Falk nous présente encore une fois cette année La couleur des émotions, un livre d'Anna Yelas qu'elle a adapté au théâtre, en tout cas pour la scène pour les enfants. Tout de suite, La couleur des émotions. La gorge qui se serre. Je me sens triste. Un feu d'artifice. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent allant dans le vent frais, vent du matin. Il y a le truc qui m'a attrapé la main qui voulait plus me lâcher. Comment vous dites? Ah oui. Vous vous faites bercer? Dis donc, perfide, tu croyais que je t'avais pas vu? Alors Mia, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vouloir adapter ce petit ouvrage en fait, pour enfants? Alors moi j'étais en recherche d'un livre sur la couleur et les émotions, et en fait le départ de cette envie c'était un exercice que j'avais fait dans une école de théâtre, l'école Jacques Lecoq, en 2000, il y a quand même pas mal de temps, et on avait fait un travail sur les couleurs et le mouvement.
L'intervenante, c'était la fille de Jacques Lecoq, Pascal Lecoq, avait nous donné, on est dans l'espace, et nous donnait la couleur, voilà, violet, et puis on bougeait sur... et du coup, ça faisait ressentir des choses, des émotions. Et j'avais gardé ça en tête, et je m'étais dit, j'ai envie de faire un spectacle jeune public, et voilà. Et avec cette thématique, la couleur et les émotions. Et j'ai cherché pas mal de livres, en fait. Il y a quand même pas mal de livres là-dessus. Et voilà. Et il y a 4 ans, je suis tombée sur le livre d'Anna Ienas et j'ai dit c'est celui-là. Voilà. Et donc une fois que tu as choisi ce livre, en fait, comment tu t'es décidé à pouvoir le réaliser en fait? Il y a donc la mise en scène qui est aussi importante dans ce spectacle. Comment ça s'est passé justement, cette recherche? Ben, ça a été pareil, un long processus parce que j'avais ce livre et puis en fait au départ j'avais en tête de me mettre un peu en arrière comme une conteuse ou comme une marionnettiste, mais bon je ne suis pas marionnettiste, j'avais envie de ces petits personnages donc j'ai cherché, j'ai commencé à travailler comme ça toute seule d'abord, hein, parce que j'avais pas au départ quelqu'un. Et puis voilà, j'ai demandé autour de moi des copains, qui étaient dans le spectacle et une copine est venue, qui est comédienne chanteuse, l'été dernier, m'a dit toi qui as fait du clown, pourquoi tu le fais pas en clown? J'ai dit ah bah oui c'est vrai, j'avais pas pensé du tout à ça, pourquoi pas. J'avais mis ça de côté. Une autre copine cet été-là vient et me dit tu sais avec ces panneaux, parce que je savais pas comment traduire l'idée du livre, elle m'a dit tu connais le Kamishibai? J'ai dit non, je crois pas. Elle me dit voilà, c'est un petit théâtre japonais ambulant, tu devrais regarder. Donc j'ai regardé et je me suis dit ah oui c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et après j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Aline Johnston qui a bien voulu me mettre en scène et elle aussi a fait beaucoup de clown. Et quand on a démarré, l'idée du clown était de côté, mais je lui en ai pas parlé. Et on a commencé à travailler en janvier, et elle me dit mais t'as pas envie de mettre le nez de clown, tout ça? Je lui dis oh bah écoute si tu veux, ouais, on peut essayer, je suis pas partie là-dedans, mais pourquoi pas. Et voilà, et ça s'est mis en place comme ça en fait. Et puis effectivement quand j'ai mis le nez de clown, c'est devenu évident. Et donc même depuis que tu le joues maintenant, il y a quelque chose qui devient de plus en plus évident aussi, c'est la relation que tu as en fait avec le public. Les enfants en fait sont très très réactifs en fait dans la salle. On voit que quand tu poses une question, ils sont tout de suite là à donner leurs réponses. Des fois ça peut être des longues réponses. Et comment ça s'échafaude justement, ce spectacle-là, il se construit petit à petit, et j'imagine que pour pas en faire un truc de 2 heures comme ça, il y a des petits machins, des petits réflexes que tu peux avoir en fait pour pouvoir suivre en fait ton fil. Oui, j'ai une trame, le spectacle dure 35 minutes et puis surtout ici en condition de festival, on ne peut pas aller au-delà, donc je suis quand même tenue par le temps, le spectacle qui vient après. C'est vrai que le clown s'y prête, mais quand j'ai commencé, je ne savais pas que il y aurait autant d'interactions et c'est génial. Donc chaque jour, le spectacle est complètement différent suivant la salle. Là, c'était la première fois qu'à la fin, les parents chantaient jusqu'à présent. Donc chaque fois, je prends et puis c'est un spectacle où je suis assez libre, j'improvise, j'ai ma trame que je suis d'un bout à l'autre. Et puis c'est vrai que je donne pas mal de cours aux enfants, je donne des cours de théâtre, donc j'ai l'habitude des enfants. Donc j'arrive bien, je pense, à gérer leur intervention. Il y avait une maman aujourd'hui qui avait peur que ça déborde, mais moi j'aime bien et de toute façon, pour le moment, j'arrive à gérer ça. Tu arrives à choper vraiment ce qui se dit en fait, même au bout de la salle en fait, il y a une petite fille qui commence à dire ah non. Toi tu arrives toujours à jouer avec et puis c'est très très interactif en fait par rapport à ça aussi. Ouais. Oui, non mais j'ai besoin d'eux en fait. Oui. Ils font vivre le spectacle autant que moi, donc c'est génial. Et donc ce spectacle il a une vie non seulement au théâtre mais aussi donc tu peux jouer aussi dans des médiathèques, dans des classes, dans des crèches, pourquoi pas aussi. Oui. Il y a tout un public en fait qui est concerné aussi par ce spectacle. Oui, de toute façon c'était mon intention première, c'est qu'il aille aussi dans d'autres endroits, les centres médico-sociaux. Il y a des centres de loisirs qui sont venus, des crèches, et c'est vrai qu'ils ont envie d'accueillir le spectacle. Le décor n'est pas bien compliqué, donc je suis seule en scène.
c'est assez facile à mener partout. Et ben voilà, c'est déjà terminé. On se retrouve demain pour une autre émission avec Emma le clown, le journal infirmière et Florence, 1990. Bonne journée à tous. Ciao.